Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'écoutez très bien. Donc, bienvenue dans notre formation sous le thème Management d'audit ISO 19011 version 2018. Donc, avec vous, Emel Samir, donc j'ai une expérience considérable dans le domaine d'automobile et je suis là aujourd'hui pour vous accompagner dans ce voyage au sein du référentiel ISO 19011 version 2018. Donc, nous allons parler des règles de fonctionnement. Premièrement, nous allons dérouler ou bien parcourir ensemble la norme dans la présentation que je vais vous montrer. Si vous avez une ambiguïté, si vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez la mentionner dans la partie ou bien l'onglet questions. Je vais répondre par la suite. Ensuite, nous allons vous poser quelques sondages. Vous pouvez répondre au fur et à mesure, donc ça vous donnera peut-être des notes de plus. Et vers la fin, nous allons faire un petit test pour s'assurer que vous avez bien assimilé l'information. Donc, prenez vos notes, posez les questions et voilà, je vous souhaite un très bon courage. Et on commence. Donc, l'objectif de notre formation, ce module vous aidera à vous familiariser avec les lignes directrices des audits selon la norme ISO 19011 version 2018, maîtriser les étapes de préparation et de déroulement de l'audit, connaître les compétences requises chez un auditeur. Donc, j'espère bien que vous allez garder en tête ces différentes étapes afin de tirer le maximum d'informations de cette formation. Donc, à la fin de ce module, vous serez capable de comprendre les éléments clés de la norme, établir un programme d'audit, établir un plan d'audit, participer activement à un audit au sein de votre société et bien comprendre les compétences requises chez un auditeur. Donc là, c'est aussi pour les personnes qui ont une vision de continuer leur carrière en tant qu'auditeur. Donc, voilà le sommaire. Donc, notre présentation sera divisée comme suit. Donc, il y aura l'introduction. On va voir les différents types d'audits, donc selon la norme. Nous allons aussi voir les principes d'audit. Par la suite, le programme d'audit, la réalisation d'un audit, les compétences et évaluation des auditeurs et nous terminerons par une conclusion. Introduction, ISO 19011 version 2018, la définition de l'audit et définition et terminologie donc par rapport à l'audit bien évidemment. Donc la norme ISO 19011, elle fournit les lignes directrices concernant les différents types d'audit. Donc cela veut dire que l'ISO 19011 version 2018 vous donne ce qu'il faut faire de manière systématique pour mener un audit. La norme, elle traite 4 grands axes. Le premier axe, c'est l'explication des principes d'audit, les lignes directrices concernant la gestion des programmes d'audit, la méthodologie de réalisation, l'évaluation et la compétence des personnes impliquées dans l'audit. Donc, ce qui est mentionné clairement dans les chapitres de la norme. Donc, ici, vous pouvez voir les 7 chapitres de la norme ISO 19011 version 2018. Donc, comme vous pouvez voir, la première partie, elle est commune entre toutes les normes ISO, donc à savoir le 9001, 14001, etc. Par la suite, on commence le vif du sujet, ça commence à partir du point numéro 4, principe de l'audit. Donc, on va voir les principes de l'audit, management d'un programme d'audit. Donc, la partie 5, comme vous pouvez voir, il y a tout un chapitre qui est dédié au management du programme d'audit parce que c'est vraiment très important.
Donc, on ne se réveille pas le matin et on dit, voilà, on va faire un audit. Donc, l'audit se fait dans les règles de l'art. C'est ce que nous allons voir plus tard. Aussi, le point 5, c'est donc le management. Le point 6, c'est la réalisation d'un audit. Là, c'est l'action, le vif du sujet. C'est quand on est dans un audit, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un audit. Donc l'audit, c'est un examen destiné à évaluer une situation par rapport à des exigences internes ou externes. Donc, on voit la situation, on fait un examen de la situation actuelle par rapport à un référentiel, par exemple, par rapport à des exigences légales et réglementaires, par rapport à par rapport à des exigences clients. Donc, durant un audit, il faut vérifier la conformité, mesurer l'efficacité et détecter les pistes d'amélioration. Donc, il est très important de savoir que l'audit, c'est un moyen ou bien un outil d'amélioration. Selon la norme 19011, donc la norme 19011, comment est-ce qu'elle définit l'audit? Voilà, donc ça, c'est la définition de la norme. C'est un processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Donc, comme vous pouvez remarquer, ici, il y a un ensemble de termes pour qualifier l'audit. Premièrement, c'est un processus. Qui dit processus dit des entrées, sorties, indicateurs, etc. Méthodique, ça veut dire que ça suit une méthode. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire qui se fait juste de manière aléatoire, mais ça suit une méthode. C'est bien la méthode qui est expliquée dans la norme ISO 19011 version 2018. Il est indépendant. Donc, le point de l'indépendance, on va le voir tout en détail par la suite, mais le plus important, c'est que c'est un processus qui doit être objectif, qui doit donner la réalité, qui ne doit pas être influencé par des facteurs externes ou internes. Donc, voilà, et documenté. Donc, ça doit être documenté. On va voir aussi ensemble comment est-ce qu'on peut documenter les non-conformités. La documentation, donc le programme d'audit, c'est aussi parmi les documentations, le plan d'audit. Donc, des preuves et des évidences, des informations documentées. D'accord? Permettant d'obtenir des preuves objectives. Donc, c'est pour cela aussi que la norme, elle exige que la personne qui fait l'audit ne doit pas être jugée partie. Donc, ça aussi, c'est un point très important. Et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Donc, par rapport aux définitions des critères d'audit voilà, les preuves d'audit, on va la voir par la suite. C'est quoi l'objectif de l'audit? Donc, l'audit peut avoir plusieurs objectifs. Donc, par exemple, vérifier la conformité des processus établis par rapport aux exigences des référentiels. Donc, par exemple, on peut dire qu'un audit, il a comme objectif la vérification de la conformité du système de management de la société X par rapport au référentiel IATF, par exemple. Donc, le deuxième point, vérifier que les dispositions organisationnelles et opérationnelles sont établies, connues, comprises et appliquées. Donc, cela veut dire qu'on doit vérifier, on peut avoir comme objectif la vérification des exigences internes. Par exemple, s'ils sont appliqués dans nos processus, s'ils sont bien respectés. Troisième point, vérifier l'efficacité du processus audité, c'est-à-dire son aptitude à atteindre les objectifs. Là, on peut faire
un audit qui peut viser les KPIs, les indicateurs de performance. Donc, et vers la fin, identifier des pistes d'amélioration. On peut par exemple prendre la décision de faire un audit processus pour déterminer les points d'amélioration concernant ce processus. Donc, les termes et définitions. Donc, les critères d'audit. Les critères d'audit, donc, comme définis dans la norme, c'est l'ensemble d'exigences utilisées comme référentiel vis-à-vis de laquelle les preuves objectives sont comparées. Donc, les critères d'audit, comme nous avons dit, les référentiels qu'on peut utiliser, les exigences clients bien spécifiques qu'on peut utiliser. Donc, c'est la référence. C'est ça le critère d'audit. Preuve d'audit. Preuve d'audit, on peut dire, c'est les évidences. Donc, enregistrement, énoncé de fait ou autre information pertinente pour les critères d'audit et vérifiables. Donc là, c'est vraiment les évidences, les preuves, les choses que nous prenons en considération pour faire des constatations d'audit ou bien des conclusions d'audit. C'est quoi la constatation d'audit? C'est le résultat de l'évaluation des preuves d'audit recueillies par rapport aux critères d'audit. Donc, la constatation, c'est l'énoncé de la conformité ou bien de la non-conformité. Ça aussi, nous allons le voir en détail durant la présentation. Ensuite, la non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Donc, par exemple, si nous sommes en train de faire un audit relatif à la traçabilité, au processus de la traçabilité, le fait de trouver un produit qui est non identifié, ça c'est une non-conformité. Donc l'exigence c'est d'avoir des produits qui sont identifiés, mais par la suite nous avons des produits qui sont non identifiés, donc on peut la considérer comme étant une non-conformité. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir pour la partie de la définition de l'audit. C'est quoi l'audit? C'est un processus, comme nous avons dit, méthodique, documenté et indépendant. Dans quel but? Obtenir des preuves d'audit, évaluer ces preuves de manière objective. Pourquoi? Pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits, s'assurer que le système processus est conforme à un référentiel et pour l'amélioration continue. Donc, voilà. Donc, vous avez un sondage, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Comme ça, nous allons voir si c'est clair, si jamais vous avez besoin de plus de clarification. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie? Donc, la question, donc voilà, quelle est la différence entre document et un enregistrement? Donc, le document, on peut dire que l'enregistrement, on peut dire que c'est un document. Donc, l'enregistrement, c'est un document qui a des conditions. Donc, par exemple, la date d'émission, la date de révision, la signature. Donc, c'est plus ou moins un document qui est officiel et qui obéit à la norme de numérotation qui est définie par la société. Donc, il a un numéro avec une matrice d'archivage, avec une date d'émission, avec une date de révision, etc.
Les compétences requises pour devenir auditeur IRCA. D'accord. Ça, on va le voir dans le chapitre des compétences. OK? Donc, je pense que c'est tout. Voilà, il y a une question. On peut continuer. Le score, D'accord. le score du sondage, c'est 97% du public. Il est OK sur D'accord. le fait, sur la définition de l'audit. On peut continuer. D'accord, très bien. Donc, si jamais il y a des questions, on peut répondre par la suite. OK. Donc, maintenant, on va voir les types d'audits. Oui. Mohamed Ali, s'il te plaît, si tu peux faire mute. OK. Donc, les types d'audit. Donc, selon l'objectif ou bien selon, en fait, une définition qui est donnée par la norme. Donc, selon l'objectif de l'audit, donc, nous avons 3 types. Audit produit, audit processus et audit du système de management. Donc, audit produit, on peut dire que c'est l'inspection produit selon les exigences clients, selon le plan. Donc, c'est une vérification du produit. Audit processus, donc par exemple, si on décide d'auditer le processus certissage, donc ça, on peut l'appeler comme étant un audit processus. Audit du système de management. Donc, par exemple, si on audite un système de management d'une société donnée par rapport à l'ISO 9001 version 2015. D'accord? Ensuite, nous avons une deuxième classification. Donc, l'audit interne qui est réalisé par des auditeurs internes. Donc, son objectif, il est l'amélioration continue. On peut aussi considérer parmi les objectifs l'alignement du système de management de la société ou bien des procédures qui sont appliquées par rapport à ce qui est défini par l'organisation. Nous avons un audit seconde partie. Ça, c'est l'audit client. Donc, c'est pour donner confiance au client. Donc, par exemple, durant le démarrage d'une usine, par exemple, durant le début d'un projet. Donc, ça, c'est l'audit seconde partie. L'audit tierce partie, donc, qui est fait par des organismes accrédités et son objectif est la certification et donner confiance aux clients, aux différentes parties intéressées que la société, elle peut délivrer ou bien elle peut faire ses tâches d'une manière alignée avec le référentiel de l'audit. Donc, principe et méthodologie. Donc, nous avons, voilà, ce sont les principes de l'audit. Donc, le premier point, c'est la déontologie. Donc, voilà. Éthique, honnêteté, responsabilité et impartialité. Donc, l'auditeur, il doit travailler dans les règles d'éthique. Donc, il ne doit pas réaliser la tâche s'il n'a pas la compétence pour. Ça, c'est très important. Il doit être une personne responsable. Il doit être objectif. Ça, on va aussi le voir tout en détail dans les compétences de l'auditeur. Restitution impartiale. Obligation de rendre compte de manière sincère et précise. Donc, cela veut dire
que l'auditeur, il est censé reporter tous les obstacles rencontrés durant l'audit, les choses qui ne sont pas résolues, les avis qui sont divergents, donc les objections de l'audité. Donc, il doit faire une restitution, ou bien, si on peut dire, une image de ce qui s'est déroulé au cours de l'audit, de manière sincère et précise. La conscience professionnelle. Considérer l'importance des tâches. Donc, l'auditeur, il doit considérer que les tâches qui lui ont été allouées avec leur importance. Donc, il doit vraiment donner de l'importance à ce qu'il est en train de faire. Il doit être capable de prendre des décisions dans n'importe quelle situation. Des décisions, bien sûr, objectives. La confidentialité. Donc, c'est aussi parmi les points très importants. Donc, l'auditeur, il doit garder le secret professionnel. Il doit respecter la sécurité des informations et il ne doit en aucun cas divulguer les informations de l'entreprise. Donc, l'indépendance, fondement de l'impartialité de l'audit et de l'objectivité des conclusions d'audit. Donc là, c'est très important de dire qu'il ne faut pas avoir de conflit d'intérêts. Donc, comme je vous ai expliqué au début, la personne ne peut pas être jugée partie. Ça, c'est très, très important. OK? Donc, l'approche fondée sur la preuve. Donc, l'auditeur, ou bien durant l'audit, on doit se baser sur des preuves, sur une méthode rationnelle pour parvenir à des conclusions d'audit fiables et reproductibles. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de l'échantillonnage qui est représentatif. Donc, pour avoir des résultats reproductibles. Donc, une fois la personne, elle fait un échantillonnage représentatif et elle respecte les priorités, donc là, on peut avoir confiance en les conclusions de l'audit. Donc, il ne faut pas prendre des cas isolés ou bien des cas qui sont vraiment loin de l'objectif de l'audit. Aussi, l'approche, elle doit être fondée sur la preuve. Donc, on doit avoir des preuves tangibles, des preuves qui sont avec des enregistrements, des preuves avec, voilà, donc ils sont vraiment très fiables. Donc, voilà, nous avons, oups, voilà. L'approche par les risques. Donc, approche d'audit prenant en considération les risques et opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'approche par les risques? L'approche par les risques, c'est que l'auditeur, il doit garder en tête les risques et opportunités de la société et des parties pertinentes pour se focaliser sur ce qui est vraiment important. Il doit assurer que l'audit qu'il est en train de faire, il va attaquer ce qui est important pour les parties intéressées et qu'il ne va pas se focaliser sur des futilités ou bien des choses qui ne sont pas vraiment liées à l'objectif. Voilà. Donc maintenant, on passe à la méthodologie de l'audit. Donc, mais bien avant, je ne sais pas s'il y a des questions, donc sinon vous pouvez m'interrompre. Donc, voilà. Méthodologie de l'audit. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici 2 PDCA. La première, elle concerne le programme de l'audit, donc ce qui se fait avant l'audit, concernant la planification, programmation, etc. Et la deuxième, c'est par rapport à la réalisation du processus d'audit. Donc, c'est vraiment la réalisation de l'audit. Donc,
là, c'est un résumé afin de vous montrer le processus dans sa globalité pour vous aider à vous situer. Donc, vous pouvez voir ici, dans tout ce qui est programme d'audit, nous avons la détermination des objectifs du programme d'audit, détermination et évaluation des risques, etc. Ensuite, dans la partie d'où la mise en œuvre, ça c'est l'action, donc la mise en œuvre du programme d'audit, surveillance du programme d'audit et la revue du programme d'audit. Ensuite, nous avons une interaction entre le programme d'audit et l'audit. C'est la mise en œuvre du programme d'audit. Donc, le programme d'audit, il déclenche l'audit. Donc, on a le déclenchement de l'audit, préparation des activités. Ici aussi, c'est l'action, comme nous avons dit, la réalisation des activités, la préparation, la clôture et la réalisation du suivi. Donc, par rapport au suivi, on peut alimenter la surveillance du programme d'audit. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on passe au programme d'audit. Donc, nous allons voir la définition du programme d'audit. Donc, ici, vous pouvez voir ces numéros. Donc, 3.4, c'est la référence par rapport au référentiel ISO 19011 version 2018. Donc, objectif du programme d'audit, les risques et opportunités, le responsable du programme d'audit, donc quelles sont les tâches du responsable du programme d'audit, les compétences de ce responsable, la mise en œuvre, l'amélioration continue et vers la fin, nous allons voir un exemple de programme d'audit. Et une conclusion. Donc, c'est quoi le programme d'audit? C'est des dispositions relatives à un ensemble d'un ou plusieurs audits planifiés pour une durée spécifique et dirigés dans un but spécifique. Donc, c'est très important pour donner du sens aux audits. Donc, il faut avoir un but spécifique pour donner du sens. Donc, par exemple, la certification de l'usine X selon le référentiel Y. Ça, on garde en tête l'objectif et on sait très bien le point de départ, on connaît très bien le point de départ et le point d'arrivée. C'est parmi les bases de la planification. Donc, parmi les bases, il faut définir un objectif qui est clair, sans ambiguïté. Donc, un point très important, c'est que l'absence d'objectif pertinent, elle constitue un risque pour le programme d'audit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais l'objectif n'est pas clair, ça, on peut le considérer comme étant un risque et on doit le mentionner dans la liste des risques de la réalisation du programme d'audit. On passe à l'objectif du programme d'audit. Donc, l'objectif peut prendre en compte les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes, caractéristiques et exigences du processus produits, services et projets, exigences relatives aux SMQ, évaluation des prestataires externes, performance de l'audité, la maturité du système de management, risques et opportunités et résultats d'audit précédent. Donc, on peut prendre ces points-là comme étant un input pour la définition de l'objectif du programme d'audit. Donc, par exemple, caractéristiques et exigences des processus. Donc, nous avons par exemple un processus qui nécessite des audits qui se font sur trimestriel, par exemple. Ça doit bien figurer dans le programme d'audit avec la fréquence qui est définie. Donc, l'objectif, il doit impérativement être défini par le client. Donc là, le client, ce n'est pas le client qu'on connaît, mais le client d'audit. Le client d'audit peut être la direction générale, le client, le vrai client,
ça peut être aussi des prestataires. Donc, tout dépend de la personne ou bien du client de l'audit. Il doit être cohérent avec la stratégie de l'entreprise. Donc, aussi, ça, c'est un point qui est très, très important. Donc, par exemple, nous avons en fait la direction générale qui se focalise sur un projet bien spécifique ou bien un produit bien spécifique. Donc, l'audit ou bien le plan d'audit doit prendre en considération cette priorité et il doit vraiment auditer d'une manière minutieuse ce produit ou bien ce projet ou bien ce processus. Donc, étaye la politique, les objectifs, étaye la politique et les objectifs du système de management. Donc, ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire un audit qui est opposé à la politique ou bien aux objectifs du système de management. Donc, tout doit être en ligne. Maintenant, nous allons voir des exemples d'objectifs. Donc, on peut mettre comme objectif d'audit identifier les opportunités d'amélioration d'un système de management et de ses performances. Évaluer la capacité de l'audité à déterminer son contexte. Évaluer la capacité de l'audité à déterminer les risques et opportunités à identifier et mettre en œuvre les actions pour y faire face. Donc là, ce sont des objectifs, des exemples d'objectifs qu'on peut considérer comme étant des objectifs de programme d'audit. D'accord? Risques et opportunités. Donc, le responsable du programme d'audit, il doit identifier et présenter les risques et opportunités pris en compte lors de l'élaboration du programme d'audit. Donc, par exemple, par rapport au risque, la planification non accomplie. Donc, si jamais le client ne fournit pas l'objectif d'audit, si on ne peut pas le définir, cet objectif-là, si la durée n'est pas définie, les lieux, le calendrier, donc là, ce sont des points très importants. Donc, si on parle de risque, ce sont les éléments qui peuvent mettre en péril le programme d'audit qui est déjà défini. Donc, manque de ressources allouées. Donc, on ne peut pas faire un programme d'audit avec un manque de ressources. Compétences insuffisantes des auditeurs. Ça aussi, c'est un risque. Donc, on ne peut pas réaliser des audits si jamais on n'a pas la compétence nécessaire pour les faire. Ça va impacter d'une manière directe le programme d'audit. Manque de la disponibilité de l'audité ou des preuves échantillonnées. Donc, aussi, ce sont des points qui peuvent mettre en péril le programme d'audit. Donc, en parallèle, il y a des opportunités d'amélioration du programme d'audit en termes de ressources, en termes de timing. Donc, par exemple, plusieurs audits dans une seule visite. Ça va nous permettre de réduire le temps et aussi d'avoir les mêmes ressources qui vont faire, par exemple, des audits différents. Réduction du temps et des distances pour se rendre sur site. Alignement des dates d'audit avec la disponibilité du personnel requis. Donc là, ce sont des opportunités pour améliorer le programme d'audit. D'accord? Donc, on va voir un peu les questions. Donc, si jamais il y a des questions par rapport au programme d'audit. Donc, je ne vois pas de questions par rapport au programme d'audit. Donc, je continue. Voilà. Responsable du programme d'audit. Donc, ça, on peut le trouver dans le point 5.4 de la norme. Ses compétences. Il doit avoir Amel, les... Oui. Je voudrais juste repasser certaines questions qui ont été posées par nos participants Oui. concernant comment juger la pertinence des parties intéressées et combien de parties intéressées on doit prendre en considération. Une question de M. Yassir.
Est-ce que ça Donc, a une relation avec le programme d'audit? La pertinence des parties intéressées, donc, elle est définie dans le contexte de l'organisation. On définit les parties intéressées qui ont un impact direct par rapport aux résultats de la société, par rapport aux produits, etc. Donc, ça se fait au cours d'une réunion où on peut définir les parties intéressées pertinentes. Donc, on peut dire, par exemple, que le client, c'est une partie intéressée pertinente parce que c'est le responsable du produit, c'est la personne à laquelle on envoie le produit. Donc, voilà, on peut le considérer comme partie intéressée pertinente. On peut parler aussi des actionnaires. Ce sont aussi des parties intéressées pertinentes. Ce sont les owners ou bien les responsables de la société. On peut parler des fournisseurs. Donc, il y a un ensemble, donc tout dépend de la société, de sa stratégie, de sa manière de voir les choses. Donc, ça se définit dans le système de management de la qualité. Donc, on revient au programme d'audit. Donc, le programme d'audit, il doit prendre en considération les objectifs des parties intéressées pertinentes. Donc, par exemple, nous avons un nouveau produit. Donc, le client nous a donné des exigences sécuritaires, etc. Donc, le client, c'est une partie intéressée pertinente qui nous a donné des exigences très critiques, exigences de sécurité. Donc, peut-être il exige des audits avec des fréquences bien définies. Ça, on doit impérativement l'inclure dans le programme d'audit. J'espère que c'est clair. C'est clair, Amal. Sur la partie terminologie, une autre question de monsieur Farouk. Y a-t-il une différence entre plan et programme d'audit? Plan d'audit et programme d'audit. Ça, on va le voir en détail dans la présentation. D'accord. Je vais vous montrer un exemple du programme d'audit. Ensuite, on va voir le plan d'audit. Mais a priori, le programme d'audit, c'est comme un ensemble d'audits qui est bien situé dans un planning, si on peut dire le planning annuel des audits. D'accord? Un plan d'audit, il concerne un audit bien défini avec les timings, etc., la réunion d'ouverture, la réunion de clôture et voilà. Ok, donc on va voir tout ça dans le détail. Oui, merci. On peut continuer. D'accord, parfait. Donc, responsable du programme d'audit, les compétences. Donc, il doit avoir une connaissance en principe, méthode et processus d'audit. Donc, là, on parle des connaissances que nous venons plus ou moins de voir, les principes que nous venons de voir, aussi de la norme 19011. Le deuxième point, voilà, le deuxième, connaissance des normes et systèmes de management. Donc, les normes en question, les systèmes de management en question, il doit les connaître impérativement. Connaissance des informations concernant l'audité et son contexte. Donc, c'est très important qu'ils connaissent la société, qu'ils connaissent aussi le contexte, le secteur, etc. Connaissance des exigences légales et réglementaires. Donc, là aussi, c'est important. Donc, on passe au rôle et responsabilité. Donc, le responsable du programme d'audit, il doit établir l'étendue du programme d'audit. Donc, l'étendue du programme d'audit, ça varie par rapport au contexte, à l'objectif, le nombre d'audits à réaliser. Donc, l'étendue, si on peut dire, c'est le périmètre de l'audit. Donc, les critères d'audit, les normes du système de management, le nombre, l'importance, la complexité. Donc, le périmètre, le champ d'audit, il peut varier par rapport aux critères que nous venons de voir.
Déterminer les enjeux internes et externes, ainsi que les risques et opportunités pour un programme d'audit et mettre en œuvre les actions pour y faire face. Donc, il doit être conscient des enjeux. Il doit être conscient des risques et opportunités concernant le programme d'audit et il doit impérativement mettre en place des actions. S'assurer de la constitution de l'équipe d'audit et de leurs compétences globales. Donc, il est censé faire le suivi des compétences de l'équipe de l'audit. Parce que, comme nous avons vu au début, parmi les risques qui concernent le programme d'audit, le manque de formation ou bien le manque de compétences des auditeurs. Attribuer les rôles et responsabilités, établir tous les processus pertinents, donc y compris la coordination et programmation de tous les audits du programme d'audit, donc établissement des objectifs de l'audit, champs, critères et détermination de la méthode d'audit, évaluation des auditeurs, établissement du processus de communication, traitement des réclamations, suivi d'audit, compte rendu. Donc là, ce sont des processus qui sont très, très importants et que le responsable du programme d'audit, il doit prendre compte de ces processus. Déterminer et assurer les ressources nécessaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par ressources? Les ressources financières, les ressources en termes de temps. Donc, si par exemple, on demande de faire un audit qui prend 2 jours, par exemple, et nous n'avons pas les ressources nécessaires pour ça, donc là, il faut le voir. Donc, la méthode d'audit, on va voir aussi en détail les différentes méthodes d'audit. Disponibilité des ressources. On ne peut pas planifier un audit alors que les audités, ils ne sont pas disponibles. Les auditeurs, ils ne sont pas disponibles. Risques et opportunités, l'étendue du programme d'audit, risques et opportunités, temps et coûts de transport, impact des fuseaux horaires. Donc, si jamais l'auditeur il est dans un autre pays, donc il doit planifier par rapport à l'agenda de la société qui est concernée, par rapport aux horaires, je veux dire. Disponibilité des technologies d'information. Si on veut faire un audit en ligne, on doit assurer la disponibilité des moyens IT, donc le PC, la connexion, etc. Exigences liées à l'installation. Donc l'installation peut être des PC, ça rejoint. Voilà. Gérer les informations documentées liées à l'audit. Le responsable du programme d'audit, il doit gérer les informations documentées. Qu'est-ce qu'on veut dire par information documentée dans ce cas-là? Donc, on veut dire par information documentée le programme d'audit, l'historique des révisions, les plans d'audit, toute information relative aux audits. Elle doit être archivée, bien gérée et bien suivie. Surveiller et améliorer le programme d'audit. Donc, côté surveillance et amélioration, on peut gérer d'une manière très, très proche le programme d'audit par rapport aux risques et opportunités. Donc, si jamais on a un risque qui s'est produit, on peut revenir vers l'amélioration du programme d'audit. Si jamais nous avons un résultat d'un audit, nous avons décidé par exemple de faire l'audit dans une journée, mais suite à la non-disponibilité de l'information, ça nous a pris 2 jours, c'est un point à prendre en considération dans l'amélioration du programme d'audit. On peut exiger que les informations soient préparées avant l'audit. On peut exiger que les audités soient présents à 100%. On peut même étaler la durée de l'audit pour avoir une coordination entre ce qui a été planifié
et ce qui existe réellement ou bien ce qui s'est passé réellement. Communiquer le programme d'audit au client. Donc, le client ici, c'est comme je vous ai dit, c'est pas le client, voilà, le client du produit, mais le client de l'audit. Mise en œuvre du programme d'audit. Donc, ce que nous avons vu au début, c'est la planification. Là, on va voir la réalisation du programme d'audit. Comment est-ce qu'on réalise ce programme? Donc, communiquer la mise en œuvre du programme d'audit. Donc, il doit être, quand on fait le programme d'audit, il doit être communiqué aux parties intéressées. On doit définir le champ et critères de chaque audit individuel. Ça vient après la réalisation du programme d'audit. On doit sélectionner la méthode d'audit, coordonner les audits, s'assurer des compétences de l'équipe de l'audit, fournir les ressources, s'assurer du respect du programme d'audit, s'assurer de la bonne gestion des informations documentées, définir et mettre en œuvre la maîtrise opérationnelle nécessaire à la surveillance du programme d'audit, assurer la revue du programme d'audit afin d'identifier les opportunités d'amélioration. Donc là, comme vous pouvez le voir, après la réalisation du programme d'audit, il y a un ensemble de tâches qu'on doit mettre en place pour aller vers la réalisation des audits. Donc, c'est une étape, si on peut dire, intermédiaire. On passe maintenant à l'amélioration continue du programme d'audit. Donc, nous avons la surveillance, respect des calendriers, réalisation des objectifs de performance des membres de l'équipe d'audit. Donc là, ça inclut la capacité de l'équipe d'audit de réaliser le plan d'audit. Donc, il faut s'assurer que les personnes, les auditeurs, ils sont capables de réaliser le plan d'audit. Les feedbacks. Donc, les feedbacks, la surveillance doit prendre en considération les feedbacks. C'est les différents retours des différents intervenants, des auditeurs, des audités, des parties intéressées pertinentes. Donc, ces retours-là, on doit les prendre en considération pour améliorer, surveiller le programme d'audit. Et vers la fin, information documentée. Donc, on doit toujours garder les informations documentées. Revue et amélioration. Donc, la revue de la mise en œuvre globale du programme d'audit, identification des domaines et opportunités d'amélioration. Donc, toujours dans chaque processus, nous avons une fenêtre vers l'amélioration. Donc, le programme d'audit comme étant un processus de l'ISO 19011, on doit assurer son amélioration continue par aussi l'identification des domaines et opportunités d'amélioration, modification du programme d'audit si nécessaire. Donc, comme je vous ai dit, ou bien comme je vous ai, comme on a partagé donc l'exemple du timing qui n'était pas suffisant, ça peut conduire aussi à modifier le programme d'audit. Si jamais les auditeurs ne sont pas disponibles, on peut modifier le programme d'audit. Revue de la formation continue des auditeurs. Donc, si jamais l'auditeur, nous avons détecté que l'auditeur, il n'est pas apte de réaliser l'audit, on peut considérer comme amélioration continue le fait de revoir la formation de cet auditeur. Compte rendu des résultats aux parties intéressées. Là, c'est très important, donc on doit rendre le compte aux parties intéressées. Donc là, on va voir ensemble un exemple de programme d'audit. Voilà. OK, donc
Voilà. Donc là, c'est un programme d'audit d'une société qui a une référence, une version, une date de révision. On prend par exemple l'audit, le deuxième audit par exemple, c'est un audit du système de management de la qualité pour vérifier la conformité du SMQ par un auditeur externe, la date prévue et la date de réalisation. OK. Le critère d'audit, c'est les exigences du client selon la checklist. On peut voir aussi un deuxième exemple. L'audit interne, type d'audit interne, champ d'audit la zone de production. Son objectif, c'est vérifier la conformité selon l'ISO 9001 version 2015 du processus de gestion de produits non conformes. L'auditeur, c'est le responsable système. Voilà la date. La durée, c'est une journée. Les critères d'audit, exigence de l'ISO 9001 version 2015, 8.7, maîtrise des éléments de sortie non conformes et 10.2, non-conformité et action corrective. Donc là, l'auditeur, il va se baser sur la norme 9001 version 2015, ISO 9001 version 2015, les chapitres 8.7 et 10.2 pour élaborer un questionnaire d'audit et auditer la société ABC pendant une journée dans la zone de production pour assurer la conformité du processus. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à un programme d'audit. Donc, le programme d'audit, il est nécessaire pour la gestion efficace des audits. Il permet d'avoir une image claire des audits, calendrier, méthode, objectif, périmètre, critères, comme nous venons de voir, assurer les compétences des auditeurs, bien évidemment, réduire les risques. Donc, ce que nous avons vu dans la partie risques et opportunités, faire un suivi continu de la réalisation de ce qui a été planifié. Donc, il est très important de voir ce qui a été planifié avec ce qui a été réalisé. C'est là où on peut déterminer les failles, où on peut améliorer. D'accord? Donc, et comme on dit, une bonne planification pour un grand succès. Donc, j'ai terminé la partie du programme d'audit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour cette partie. Je crois qu'on peut continuer. D'accord, ok. On passe aux étapes de réalisation de l'audit. Les étapes de réalisation de l'audit, ils sont comme suit. Déclenchement et préparation des activités. Méthodologie. Du 6.4 au 6.7. On couvre la partie méthodologie de l'audit. La réunion d'ouverture. Communication au cours de l'audit. Comment est-ce qu'elle doit être faite, cette communication? Nous allons voir des exemples de questions d'audit. Comment est-ce que l'auditeur il peut élaborer un questionnaire d'audit? Accès aux informations d'audit. Le traitement des informations documentées. Comment est-ce qu'on va traiter ces informations? Les constatations d'audit. Comment est-ce qu'on peut formuler une constatation d'audit? Comment est-ce qu'on peut juger que ça, c'est une constatation que nous allons reporter dans notre rapport? Détermination des conclusions d'audit. La conduite de la réunion de clôture. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la réunion de clôture?
préparation et diffusion du rapport d'audit. Quelles sont les choses qui doivent figurer dans le rapport d'audit, d'accord? Et clôture de l'audit. Et comme tout processus, suivi de l'audit, c'est tout ce qui est amélioration continue. Et nous allons terminer par les bonnes pratiques qu'il faut garder toujours en tête et qu'il faut mettre en place pour réussir l'audit. J'espère que vous êtes prêts. Donc, on commence cette partie. Déclenchement et préparation. Donc, pour le déclenchement, nous avons la prise en contact avec l'audité. Donc, pourquoi cette prise de contact avec l'audité? Donc, c'est très important, c'est un processus ou bien c'est une étape qui est très importante pour confirmer le flux de communication, pour fournir les informations par rapport à l'objectif, le champ, les critères, la méthode d'audit, les risques et opportunités. Aussi, durant ce premier contact, on peut confirmer le calendrier de l'audit avec le client. Comment est-ce qu'on peut accéder au site? Quelles sont les exigences légales et réglementaires qui sont applicables? Donc, c'est vraiment une étape qui est primordiale et qui ne peut pas être court-circuitée. Le deuxième point, détermination de la faisabilité de l'audit. Donc, durant la faisabilité, on doit prendre en considération la disponibilité des informations nécessaires pour la planification de l'audit. La faisabilité, elle nécessite avoir toutes les informations en main pour être capable de commencer l'audit. On doit aussi, donc parmi les points aussi qui doivent être traités dans la faisabilité, c'est de garantir la collaboration des audités. Aussi, d'avoir les ressources nécessaires en termes de temps et en termes de personnes pour réaliser l'audit. Donc là, c'est la première étape, le premier contact, la faisabilité, le regroupement des informations nécessaires de la part du client d'audit. Préparation des activités. Donc, durant la préparation des activités, nous avons la réalisation d'une revue des informations documentées, des informations documentées qui concernent la société et qui concernent aussi la préparation de l'audit. Nous avons la planification. Donc, durant la planification, il faut avoir une approche par les risques. Donc, le responsable d'audit, il doit tenir compte des risques des processus à auditer. Il doit prendre en considération la technique de l'échantillonnage. Donc, l'auditeur, il doit être conscient que la technique d'échantillonnage, elle peut impacter le résultat de l'audit. Ça, c'est un risque à prendre en considération. Parmi les risques aussi, la composition de l'équipe de l'audit. Donc, l'équipe, elle doit être capable d'auditer, elle doit avoir des connaissances dans les secteurs en question, etc. Donc, aussi, il faut prendre en considération la langue. Si on a besoin d'un interprète, par exemple, les rubriques du rapport, la logistique, la confidentialité, là, ce sont des points à prendre en considération. Donc, la planification, elle traite les objectifs, le champ, les critères, les lieux, la familiarisation de l'équipe de l'audit avec l'installation, rôle et responsabilités, affectation des ressources appropriées. Donc, durant cette étape, si vous avez vécu des audits auparavant, la première étape, c'est là où l'auditeur, il vient vous demander des documents. Il vous demande peut-être l'organigramme. Il peut demander aussi le processus de fabrication. Sans parler que cet auditeur, il doit avoir des connaissances dans le secteur en question. Donc, c'est la première partie de planification. Il peut aussi partager avec vous le calendrier de l'audit pour vous dire est-ce que vous êtes, pour avoir votre retour si vous êtes d'accord. Aussi pour assurer, par exemple, la présence de guides. Donc, le guide, c'est la personne qui reste avec vous durant l'audit et qui vous montre les entrées, sorties, etc. Il peut avoir aussi, comme je vous ai dit, des interprètes.
dans le cas d'une différence de langue, etc. Donc, voilà pour cette partie. Là, on va vous montrer un exemple du plan d'audit. Donc, ça va répondre à la question de tout à l'heure. Donc, ça, c'est un plan d'audit. OK? Donc, comme nous avons vu dans le programme d'audit, il y avait un audit interne qui est lié à la conformité, vérifier avec cet objectif en fait, vérifier la conformité selon ISO 9001 version 2015 du processus de gestion du produit non conforme. Là, c'est le plan d'audit. Donc, l'audit, il débute à 9 h du matin du 5/8/2020. Le processus concerné, c'est coupe et assemblage. Les critères d'audit, c'est le 8.7, comme nous avons vu, et aussi le 10.2. Mesure de l'efficacité des audits précédents, comme par exemple les audits précédents, l'audit interne du 23/2/2020. Donc, durant un audit, on peut aussi viser la mesure de l'efficacité des actions qui ont été faites dans un audit précédent. Ça aussi, c'est un point très important. Donc, on peut dire que dans l'audit d'aujourd'hui, nous allons vérifier avec vous les actions qui ont été menées suite à l'audit réalisé le 23/2/2020 et voir l'efficacité de ces actions, voir s'ils sont toujours implémentés et voir aussi si le risque il existe dans la partie production. Le détail du plan d'audit, comme vous pouvez le voir, l'horaire, l'objet, l'équipe d'audit et les personnes concernées. Donc, par exemple, de 9 h à 9 h 30, nous allons faire une réunion d'ouverture. L'équipe d'audit, c'est le responsable qualité système et responsable qualité laboratoire. Les personnes concernées, donc les personnes qui travaillent dans la zone coupe et assemblage. Voilà, avec une validation de l'audit ou bien du plan d'audit. D'accord? Là, c'est un exemple du plan d'audit. J'espère que maintenant, vous avez vous pouvez différencier entre le plan d'audit et le programme d'audit. Donc, les étapes de réalisation. Donc, comme je vous ai dit, la réalisation, c'est l'action, c'est l'audit. Nous avons 3 grandes étapes. La réunion d'ouverture, la réalisation de l'audit, la clôture et conclusion. Ça, c'est le détail que vous pouvez voir, le détail macro. Par rapport au détail micro, donc, nous avons la disponibilité des rôles ou bien la différenciation, la définition des rôles et responsabilités, la réunion d'ouverture, communication pendant l'audit, accès aux informations documentées, revue des informations documentées, recueil et vérification des informations, formulation ou production des constatations d'audit, conclusion d'audit, réunion de clôture et réalisation du suivi. Nous commençons par la réunion d'ouverture. Donc, durant la réunion d'ouverture, donc le jour J, le jour de l'audit, on commence par la réunion d'ouverture. Donc, durant cette réunion, on confirme les objectifs, le champ et les critères d'audit. On confirme le plan d'audit, ce que nous avons vu auparavant, donc l'horaire, participants, les personnes concernées, etc. On explique la méthodologie de l'audit et son déroulement. On explique la manière de traitement des constatations au cours de l'audit. Donc, si par exemple, on trouve une non-conformité, voilà ce que vous devez faire. On communique le système de retour d'information de l'audité sur les constatations ou conclusions, donc y compris les réclamations ou les recours. Donc là, c'est après l'audit, si jamais nous avons des conclusions, comment est-ce qu'on va les traiter? De quelle manière le client il va répondre aux non-conformités? Si jamais le client il n'est pas satisfait du résultat de l'audit,
Donc, il peut faire des recours. Il peut avoir recours à... donc, il peut demander de refaire l'audit. Il peut faire des réclamations. Donc, comme vous pouvez savoir, il peut y avoir des conflits au cours de l'audit. Il peut y avoir des objections. Donc là, on explique tout le processus à l'équipe durant l'équipe auditée durant la réunion d'ouverture. La chose qu'il faut garder en tête, c'est que la réunion d'ouverture, c'est une occasion pour gagner la confiance des audités. Les audités, ce sont des personnes, donc d'une manière générale, qui perçoivent l'audit comme étant un contrôle, comme si la personne elle veut critiquer leur travail, comme si l'auditeur il a des préjugements, alors que c'est pas ça l'objectif du tout de l'audit. Donc, il faut qu'un climat de confiance règne dans la réunion d'ouverture pour être capable de retenir et d'encourager les audités, de donner aux auditeurs toutes les informations demandées, d'expliquer tous les processus, de parler de manière ouverte et honnête. Donc, comme ça, l'audit peut se dérouler dans un environnement qui est vraiment convivial. Donc, voilà. Communication. Donc, la communication au cours de l'audit. Donc, après la réunion de l'audit, comment est-ce que la communication se déroule? Premièrement, poser des questions. Donc, l'auditeur, il pose des questions. C'est normal, il a préparé un questionnaire selon un objectif, selon un référentiel. Donc, il pose des questions. Il encourage les audités à donner des réponses. Donc, comme j'ai expliqué, c'est très important et c'est un point clé pour la réussite de l'audit. Il écoute, observe et reformule. Donc, il permet aux audités de s'exprimer. Il observe les informations documentées et il reformule. Donc, à ce que, si j'ai bien compris, vous êtes en train de faire le suivi des non-conformités par la fiche X. L'auditeur processus, il signe dans cette zone. Donc, juste pour assurer que l'information, elle est passée d'une manière claire et précise. Il faut chercher des preuves. Ça, c'est très important. Donc, des preuves tangibles, des informations documentées, etc. Il faut prendre des notes parce que sans les notes, l'auditeur ne peut pas formuler des constatations. Il ne peut pas faire une conclusion d'audit. Il ne peut pas rédiger un rapport d'audit. Suivre le plan d'audit. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Donc, après la confirmation de l'audit, du plan d'audit durant la réunion d'ouverture, on doit le suivre à la lettre. Mais n'empêche, on peut garder un peu de flexibilité avec les audités. Mais cette flexibilité, elle ne doit toucher en aucun cas le déroulement de l'audit. Donc, ça doit être en coordination entre l'auditeur et l'audité. Maîtriser le temps, c'est aussi très important. L'audit, c'est une mission dans une durée qui est très déterminée. Donc, on doit être capable de maîtriser le temps. On doit être capable d'assurer que l'agenda, il est respecté. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de questionnaire. Comme vous pouvez voir, là, j'ai mis le chapitre 8.7 et 10.2, d'accord? 8.7 et 10.2. Ce sont les chapitres qui figurent dans le programme d'audit et le plan d'audit que nous avons vu au préalable. Selon la norme ISO 9001 version 2015, donc l'auditeur, il prend la norme, il lit attentivement les exigences et il reformule des questions. Et durant l'audit, il met des observations et des évaluations aux questions qui ont été mises a priori.
ou bien qui ont été rédigés a priori. Donc, les éléments, donc, exemple, donc maîtrise des éléments de sortie non conformes. Les éléments de sortie des processus, produits, services qui ne satisfont pas aux exigences sont-ils identifiés et maîtrisés afin d'empêcher leur utilisation? Donc, est-ce que les éléments non conformes, ils sont isolés? Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser d'une manière inattentionnelle, bien sûr? Des actions sont-elles menées pour traiter ces éléments non conformes? Correction, isolation, informer le client, demander une dérogation. Ça, c'est le traitement du non conforme. Les informations documentées concernant la non-conformité et les actions menées sont-elles conservées? Ça, c'est par rapport à l'historique, par rapport à l'analyse de l'historique. Ensuite, on vient dans la partie amélioration continue, non-conformité et action corrective. Réagissez-vous suite à l'apparition d'une non-conformité ou réclamation client? Donc, maîtrise, correction, mesure des conséquences. Donc là, on peut aussi demander le plan ou bien le tableau des réclamations clients. On peut voir s'il y a un suivi d'efficacité, si jamais il y a un plan d'action qui est clair. Tout un ensemble de questions. Les non-conformités, réclamations clients sont-elles analysées et évaluées? Menez-vous des actions correctives pour éliminer les causes des non-conformités détectées afin d'éviter qu'elles se reproduisent? Donc là, c'est pour vérifier la pertinence des plans d'action qui ont été mis en place. D'accord? Donc, accès aux informations documentées. Donc, nous avons la disponibilité et accès aux informations documentées. Là, c'est la suite de l'audit. Disponibilité et accès aux informations documentées, revue des informations documentées, recueil et vérification des informations, constatation d'audit, conclusion, clôture, rapport d'audit et suivi. Disponibilité et accès aux informations documentées. Cela dépend de la méthode d'audit. Est-ce que la méthode d'audit nécessite une interaction? Donc là, ce tableau, il est tiré de la norme ISO 19011 version 2018, où on peut expliquer les différentes méthodes d'accès à l'information documentée et aussi la disponibilité des informations documentées. Donc, est-ce qu'il y a une interaction ou il n'y a pas une interaction humaine? D'accord? Est-ce qu'on va conduire des entretiens? Revue des documents avec la participation de l'audité, échantillonnage. Donc, la méthode d'audit, elle est vraiment nécessaire pour déterminer la manière avec laquelle l'auditeur, il va avoir accès aux informations documentées. Donc, dans le cas où il n'y a pas d'interaction humaine, revue des documents. On peut juste avoir les documents, les auditer et donner un compte rendu. On peut observer les tâches. On peut faire une visite sur site. Donc, on peut faire des échantillonnages. Est-ce que l'audit, il est fait à distance? Donc, si l'audit, il est fait sur site ou bien à distance, ça joue aussi et ça montre la différence entre la différence de la manière d'avoir les informations documentées. Donc, si c'est sur site, c'est pas à distance. Si c'est à distance, si ça va être avec des entretiens, avec une conférence, avec des documents. Donc, tout dépend de la méthode d'audit. Revue des informations documentées et recueil et vérification des informations. Donc, les informations documentées doivent être complètes, correctes, cohérentes et actualisées. Donc, il faut vraiment vérifier que ces points, ils existent dans les preuves et les évidences que l'audité nous présente. Si par exemple, on demande une preuve de formation,
Donc, on peut demander à l'audité de nous donner la signature, la fiche de signature des participants. Donc, dans cette fiche, elle doit être complète. La fiche doit être complète, correcte, cohérente et actualisée. On doit trouver la signature de tous les intervenants. On doit trouver l'objectif de la formation. On doit trouver la signature de la personne qui a donné la formation. Donc, il faut vraiment être minutieux dans le traitement des informations documentées. Le deuxième point, c'est la vérification se fait par échantillonnage, soit fondé sur le jugement, soit statistique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par fondé sur le jugement? Cela veut dire qu'on se base sur notre expérience pour choisir l'échantillon. Si par exemple, selon les résultats de performance de la société, nous avons un projet qui est vraiment très stable. Nous avons un autre projet où il y a plusieurs réclamations. Donc, l'échantillonnage doit toucher le projet avec plusieurs réclamations. Comme ça, pour aussi aider à l'amélioration continue. Comme nous avons vu au début, l'audit est un moyen très fiable pour l'amélioration continue. Constatation d'audit. Donc, durant la partie de constatation d'audit, nous allons voir comment est-ce qu'on peut produire une constatation d'audit. Donc, la constatation, elle doit contenir l'exigence, la défaillance et la preuve. Je vous donne un exemple. La norme ISO 9001 version 2015, donc là, c'est durant un audit. L'auditeur, il a trouvé la liste des risques et opportunités, mais il n'a pas trouvé de plan d'action derrière pour y remédier. Donc, il a formulé la constatation d'audit de cette manière. La norme ISO 9001 version 2015 exige la mise en place de plans d'action face aux risques et opportunités. Là, c'est l'exigence. Néanmoins, le document ROP 39-version 4, donc ça c'est l'information documentée, contient uniquement la liste des risques, ce qui est non conforme selon l'exigence. Donc, contient uniquement la liste des risques, là c'est la défaillance. Ce qui est non conforme selon l'exigence 6.1.2 de la norme. Qu'est-ce qu'elle dit cette exigence? L'organisme doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, maintenant, nous allons faire un petit exercice ensemble pour produire une constatation d'audit. D'accord? Donc, durant l'audit de la société X, nous avons détecté un carton du produit S29 non conforme, emballé comme indiqué dans la photo. Voilà. Donc, l'auditeur, qu'est-ce qu'il a trouvé? Dans l'audit de la non-conformité, un carton pareil avec des produits non conformes dedans. Donc, quelle est l'exigence dans ce cas? Donc, l'exigence, comme nous avons vu au début, c'est le 8.7 de l'ISO 9001 version 2015. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette partie? Maîtrise des éléments de sortie non conformes. L'organisme doit assurer que les éléments de sortie qui ne sont pas conformes aux exigences applicables sont identifiés, maîtrisés de manière à empêcher leur utilisation ou fourniture non intentionnelle. Donc, selon vous, est-ce que ce produit, il est identifié? La première des choses.
Donc, on voit aucune étiquette sur le carton, il n'est pas identifié. Est-ce que c'est un produit qu'on ne peut pas utiliser? Rien nous dit de ne pas utiliser ce produit. Le carton, il est ouvert, il est accessible. On n'a pas nous n'avons pas mis en place les dispositifs pour empêcher l'utilisation de ce qui existe à l'intérieur, sachant que c'est du produit non conforme. Donc, quelle est la défaillance? C'est le manque d'identification, comme nous avons dit, manque d'étiquette, de non-conformité, manque d'isolation du produit. Donc, on peut par exemple isoler le produit dans une cage rouge pour empêcher que les personnes l'utilisent d'une manière inattentionnelle. D'accord? Maintenant, veuillez formuler la constatation. Donc, je vous donne 2-3 minutes pour formuler la constatation. Donc, je reviens sur le slide précédent pour vous donner les différents inputs à mettre dans la constatation d'audit. Donc, j'espère que vous avez mis en place la constatation. Voilà. Donc, constatation d'audit. La norme ISO 9001 version 2015 exige l'identification et la maîtrise du produit non conforme. Ça, c'est l'exigence. Néanmoins, le document, durant l'audit du produit S29, nous avons trouvé un carton non identifié contenant du produit non conforme, ce qui est non conforme selon le 8.7.1. L'organisme doit assurer que les éléments de sortie qui ne sont pas conformes aux exigences applicables sont identifiés et maîtrisés de manière à empêcher leur utilisation ou fourniture non intentionnelle. Donc, j'espère que vous avez bien répondu. Est-ce que vous pouvez répondre au sondage? Voilà. On continue. Entre-temps, voilà. Donc, nous sommes là dans les conclusions. Donc, conclusion. C'est quoi les conclusions d'audit? C'est tout simplement l'ensemble des constatations. Donc, l'ensemble des constatations, c'est les conclusions d'audit. Donc, constatation 1, 2, 3, 4, 5, c'est des conclusions d'audit. Résultats selon l'objectif de l'audit. Bien sûr, les conclusions, ils doivent être en ligne avec l'objectif. Ils doivent aussi être, les constatations, ils doivent être en ligne avec l'objectif. Donc, de manière à assurer qu'on n'est pas hors sujet. Et les conclusions, ils sont accordées au préalable avec l'équipe de l'audit. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'équipe de l'audit, elle doit s'asseoir pour discuter les conclusions, pour choisir les constatations qui vont être partagées, etc. Donc, exemple de conclusion.
L'audit interne concernant la conformité selon ISO 9001 version 2015 du processus de gestion du produit non conforme révèle que le processus n'est pas maintenu. Une attention spéciale doit être allouée à l'identification et l'isolement du produit non conforme au sein de la société. Donc, on peut considérer cet exemple comme étant une conclusion d'audit par rapport à ce que nous avons vu dans l'exemple précédent. La clôture. Donc, la clôture. Avant, comme je vous ai dit, avant la réunion de clôture, les auditeurs, ils font un débriefing et ils préparent la réunion de clôture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remercier les participants parce qu'ils ont dépensé du temps, ils ont été collaboratifs, ils ont aidé à conduire l'audit de manière facile et de manière efficiente, d'accord? Partage des constatations d'audit. Donc, concernant le partage des constatations d'audit, ça doit être fait au fur et à mesure au cours de l'audit et ça doit être refait d'une manière globale dans la réunion de clôture. Partager les points forts, les points faibles et les points d'amélioration. Donc, on ne doit pas se focaliser uniquement sur les points faibles. C'est très important pour encourager les audités, pour reconnaître, pour avoir de la reconnaissance envers ce qui est fort chez eux et ce qu'ils doivent vraiment maintenir. Expliquer la manière de traitement des non-conformités. Donc, comment est-ce qu'on va traiter les non-conformités? Ça, on va le voir par la suite. Donc, les actions correctives, comment est-ce que la communication va être faite avec l'auditeur par la suite, quel est le délai pour partager la réponse aux non-conformités. Donc, ensuite, partager les conséquences d'un traitement inadéquat des constatations d'audit. Ça, c'est très important. Donc, on peut avoir un cas, donc après l'audit, on peut voir que les audités, ils n'envoient pas la fiche des actions correctives. Ça, c'est un point aussi à traiter. Explication des activités post-audit. Qu'est-ce qui va se passer vers le futur? Est-ce que nous allons refaire l'audit? Est-ce que quand est-ce que quand est-ce que nous allons partager avec vous le rapport, etc. Et vers la fin, un point qui est très très important, c'est la discussion avec les audités. Donc, durant cette discussion, nous allons voir avec les audités que durant cette discussion, nous allons relever les ambiguïtés, nous allons discuter les objections, si jamais les audités ne sont pas d'accord par rapport aux résultats de l'audit, etc. Rapport d'audit. Donc, le rapport d'audit, c'est comme une sorte de résumé de ce qui s'est passé au cours de l'audit. Donc, il doit contenir l'objectif, le champ, le client, critères, l'équipe d'audit, constatation, conclusion, déclaration sur le degré de conformité aux critères de l'audit. Donc, si jamais il y a une certaine notation à suivre, donc par exemple vert, rouge, par exemple un pourcentage, par exemple ABC, donc des classements. S'il y a des classements, donc ils doivent figurer dans le rapport d'audit. La divergence avec l'audité, ça doit aussi figurer dans le rapport d'audit. Donc, ici, un exemple de la table de matière d'un rapport d'audit. Objectif, portée, résumé, observation, réunion de clôture, conclusion et recommandation. Et vers la fin, donc le suivi. Donc, durant le suivi, on vérifie l'avancement des actions, l'efficacité des actions implémentées via une demande d'action corrective, donc pour les non-conformités. Donc là, c'est un exemple qu'on peut donner à l'auditeur si jamais il n'a pas de forme bien spécifique.
Donc, on mentionne la défaillance, la description de la non-conformité, quelle est l'action qui a été mise en œuvre et la validation de l'action mise en œuvre, l'acceptation, etc. Aussi, vous pouvez voir ici les durées de suivi, etc. Donc là, c'est un exemple de demande d'action corrective. On peut aussi avoir des exemples, d'autres exemples qui contiennent des Ishikawa, des Five Whys concernant la non-conformité. Donc, tout dépend de l'audit, de l'audit, ses exigences, etc. Parmi les bonnes pratiques durant l'audit, donc, il faut s'assurer des compétences des auditeurs. Là, c'est pour mener une bonne mission d'audit. Bien choisir les interlocuteurs. Donc, ça ne sert à rien de parler avec le responsable achat par rapport à tout ce qui est qualité. Donc, par rapport à la stratégie de la qualité, l'orientation. Donc, peut-être on peut parler avec le responsable achat par rapport aux objectifs, mais quelque chose qui est interne dans la qualité, on peut pas discuter avec lui. Ou bien le responsable logistique, côté, on lui demande les KPI de l'ingénierie. Donc, vraiment, il faut vraiment choisir les interlocuteurs et même au sein du même département, il faut choisir les personnes qui sont capables de partager l'information, tout simplement. Instaurer un climat de confiance avec les auditeurs durant la réunion d'ouverture. Ça, c'est vraiment très important parce que si jamais l'auditeur il donne une posture d'une personne qui est vraiment qui n'est pas collaborative, etc. Donc, elle va pousser les auditeurs à ne pas collaborer. Encourager les auditeurs. C'est très important de les encourager pour donner encore plus, pour collaborer encore plus. Faire un échantillonnage en fonction des risques. Ça, nous l'avons expliqué dans les autres diapos. Annoncer au fur et à mesure les constatations et prendre des notes. Laisser les audités s'exprimer au cours de l'audit et durant les réunions. Aussi, il ne faut pas faire taire les audités. Ça, premièrement, c'est un point qui concerne le respect. Donc, on ne peut pas faire taire une personne. Ça ne se fait pas. Et aussi, ça va aider les auditeurs à bien comprendre. Ça va les aider à partager les points qui ne sont pas clairs. Donc, il faut vraiment les laisser parler. Veiller à ce que l'audit se passe dans un climat de confiance, de bienveillance et de coopération. Parce que si l'audit se passe dans un climat contraire à cela, donc on doit être sûr que le résultat va être catastrophique et aussi que l'auditeur ne va pas atteindre ses objectifs, que l'audité ne va pas être collaboratif. Donc, il est vraiment très important de garder un climat de confiance et de bienveillance et de coopération. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Non, pour ce chapitre-là. Ok, ça marche. Donc, on continue. Voilà. Maintenant, on va attaquer la partie des compétences et évaluation des auditeurs. Donc, durant cette partie, nous allons voir deux axes. Compétences requises chez un auditeur et le processus d'évaluation des compétences des auditeurs. D'accord? Donc, les compétences requises chez un auditeur. L'auditeur, il doit avoir des compétences personnelles, connaissances et aptitudes générales, compétences spécifiques à la discipline. Trois grands axes. Des compétences ou bien des comportements personnels. Donc, il doit être intègre. Il doit être intègre, donc il doit écrire ce qu'il est en train de dire.
il doit dire ce qu'il est en train, ce qu'il pense. Donc, voilà. Il doit être ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, ça veut dire que ça, c'est un point très important. Donc, durant les audits, parfois, l'auditeur, il a une manière de faire pour le traitement des réclamations. Donc, je prends un exemple. Donc, lui, par exemple, il utilise un certain outil ou bien des outils bien spécifiques. D'accord? Durant l'audit, il exige au client ou bien à la personne ou responsable qualité d'utiliser les mêmes outils. Et il n'accepte pas les outils qui sont utilisés par la société. Donc là, il est en train de faire des choses ou bien de traiter l'audit de manière personnelle. Donc, il n'est pas ouvert d'esprit. Donc, il exige des choses qui ne sont pas dans la norme, mais c'est juste parce que c'est sa manière de faire les choses. Donc, si vous voulez faire un audit, vous devez être prêt à recueillir les différentes méthodes de faire de vos clients. Ce qui est important, c'est de comparer ces méthodes par rapport aux exigences. Le troisième point, diplomate. Donc, l'auditeur, il doit être très diplomate. Parce que des fois, l'audité, il peut par exemple lui demander d'aller par exemple prendre un déjeuner dans une place qui est vraiment très loin, là où il va perdre 3 heures de route, qui est contraire à l'agenda de l'audit. Donc, avec toute diplomatie, l'auditeur, il doit refuser. D'accord? Il doit être diplomate dans la communication des constatations. Donc, il ne doit pas attaquer les personnes. Il doit juste clarifier les non-conformités qui existent dans le processus. Il doit être observateur. Ça, c'est un point très important parce que l'auditeur, c'est une personne qui doit observer les non-conformités. Il doit avoir cet œil critique, cet œil qui observe tout ce qui n'est pas en ligne avec les exigences. Il doit être perspicace. Donc, perspicace et tenace. Là, il doit aller jusqu'au bout. Il ne doit pas baisser les bras. Il doit demander les informations documentées jusqu'à ce qu'il ait compris le processus ou le système ou l'enregistrement ou la manière de faire. Il doit être polyvalent. Il doit être capable de décider, bien sûr. Il doit être autonome, capable d'agir avec courage. Donc, des fois, l'auditeur, il appartient à la société et voilà, il trouve une non-conformité chez la direction générale. Donc, il ne peut pas la communiquer. Donc là, il doit la communiquer avec une manière diplomate. Il doit être ouvert aux améliorations, ouvert aux différences culturelles. Là, ça rentre dans l'ouverture d'esprit que nous avons vue. Et il doit être un acteur en équipe. Ça, c'est très important. Soit un acteur dans l'équipe d'audit, soit un acteur avec l'équipe des audités. Voilà. Connaissances et aptitudes générales. Donc, les principes, processus et méthodes d'audit. Donc, il doit avoir des connaissances dans ce que nous avons vu au préalable. Des connaissances dans la planification, l'organisation, la gestion de temps, la définition des priorités, la vérification de la pertinence des informations documentées. Donc, il doit vraiment avoir une formation solide qui lui permet de gérer tous ces éléments-là. Il doit avoir des connaissances dans les normes de système de management. Donc, la personne ne peut pas auditer selon des exigences qu'elle ne connaît pas. L'organisme et son contexte et aussi les exigences légales et réglementaires. Donc, il doit connaître l'organisme et son contexte, ça c'est clair et net. Donc, il doit, par exemple, une personne qui travaille, qui audite l'automobile, elle doit connaître le domaine et le secteur automobile. Il doit connaître les exigences légales et réglementaires. D'accord?
Donc, et vers la fin, nous avons les compétences spécifiques à la discipline. Ça, c'est aussi, donc, ça rejoint l'organisme et son contexte, c'est le fait de connaître les systèmes de management et le secteur d'activité. Ça, ce sont les exigences spécifiques de la discipline. D'accord? Donc, évaluation des auditeurs. Non. Premièrement, on doit choisir la méthode d'évaluation. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation, soit avec des entretiens, soit avec des tests, soit avec l'observation au poste, soit avec les feedbacks sur l'auditeur, soit avec des enregistrements, le fait de vérifier les rapports d'audit de l'auditeur, le fait de vérifier les conclusions, comment est-ce qu'il produit les constatations. Donc, il y a tout un ensemble. Donc, ce tableau-là, il est issu de la norme ISO 19011 version 2018 qui contient les différentes étapes d'évaluation de l'auditeur. Déterminer les critères d'évaluation. Donc, les critères d'évaluation, soit quantitatifs, soit qualitatifs. Donc, quantitatif, si on parle des nombres d'années d'expérience, nombre d'audits, nombre d'heures de formation. Qualitatif, démonstration des comportements souhaités, démonstration des connaissances. D'accord? Donc, par la suite, maintien et amélioration des compétences. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maintenir et améliorer les compétences des auditeurs? Premièrement, le programme de formation. Les auditeurs doivent avoir un programme de formation clair. L'expérience acquise à un poste technique de management ou d'expert. Formation initiale et continue. Expérience d'audit acquise sous la direction d'un auditeur compétent. Ce sont les points qui nous permettent d'améliorer et de maintenir les compétences des auditeurs. Donc, après l'identification des compétences requises, le choix de la méthode d'évaluation, la détermination des critères, le maintien et amélioration des compétences des auditeurs, tout cela, ça va nous permettre de sélectionner les membres d'équipe d'audit. On peut sélectionner à base des compétences, identifier les besoins d'amélioration ou bien d'améliorer la compétence. Si par exemple, on voit qu'un auditeur, dans la méthode d'évaluation, on voit qu'il n'est pas bien formé dans des exigences, si on voit qu'il a besoin de plus d'heures d'audit avec un auditeur expérimenté, ce sont les points qu'on peut mettre ou bien qu'on peut définir pour améliorer la compétence. Évaluer la compétence des auditeurs en continu. Ce processus nous permet d'évaluer la compétence des auditeurs en continu puisque ça rentre dans l'amélioration continue et à chaque fois, on améliore, on évalue et on améliore les compétences et on réévalue une deuxième fois. Ce qu'il faut retenir. En plus des compétences techniques de l'auditeur, ce dernier doit être bienveillant, attentif, disponible et ne doit en aucun cas juger ou entrer en conflit avec les auditeurs. C'est vraiment très important, c'est la clé de la réussite. Rappelez-vous bien que l'auditeur est un acteur primordial dans la réussite du processus d'audit. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'auditeur. Donc, il y a une question de Madame Amel. La question est, est-ce que l'auditeur, il doit être certifié ou accrédité, même si l'audit est interne? Pour mener un audit interne, il suffit d'avoir une formation dans l'ISO 19011. C'est largement suffisant. Il faut que la personne ait des connaissances dans le système de management de la qualité de l'entreprise et dans le système de management de la qualité, donc qui est le système de management de l'entreprise et aussi des exigences internes de la société. Pour être un auditeur interne, il ne faut pas être un auditeur accrédité. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Merci.
Une deuxième question de Monsieur Amin Samir. Quelle est la différence entre une non-conformité majeure et mineure? Donc, pour la non-conformité majeure, c'est une non-conformité qui touche une exigence. Donc, elle engendre un grand risque par rapport aux parties intéressées. Ça, c'est très important. Donc, comment est-ce qu'on peut juger une non-conformité s'il est majeur ou mineur? C'est par rapport au résultat de la non-conformité. Si le résultat de la non-conformité, il touche les objectifs des parties intéressées, donc vraiment, on peut la classifier comme majeure. Donc, par exemple, on peut dire le risque d'envoi de produits non conformes. Si la non-conformité, elle peut engendrer le risque d'envoyer un produit non conforme au client. Ça, c'est une non-conformité majeure. Si la non-conformité, elle peut engendrer un problème de sécurité. Donc, elle est majeure. Donc, si on peut envoyer un produit qui n'est pas contrôlé au client, c'est aussi une non-conformité majeure. Pour une non-conformité mineure, c'est une non-conformité qui ne touche vraiment pas les objectifs des parties intéressées. On peut définir par exemple une erreur de frappe dans un document. La personne n'a pas rempli une case dans un enregistrement. Donc, et aussi, ça doit être plus ou moins unique. Donc, une seule fois. Ça ne doit pas se répéter à chaque fois. Donc, voilà. J'espère que c'est clair par rapport à ce point. Oui, on a encore une très bonne question de Madame Salima qui se demande comment pouvons-nous tracer et formaliser les divergences avec l'audité au niveau du rapport. Donc, au niveau du rapport, il faut le mentionner clairement. Donc, il faut mentionner que, donc, par exemple, si on revient à l'exemple que nous avons traité, l'auditeur, il voit que c'est une non-conformité. L'audité, il lui dit non, je viens juste de mettre le carton ici et j'étais juste en train de chercher la fiche de non-conformité. Donc, il dit que non, j'accepte pas la non-conformité. Comment est-ce qu'on va la formaliser? On va mettre la constatation de la manière dont je vous ai montré, texto. On peut mettre vers la fin. Ceci dit, le client, il n'est pas d'accord par rapport à la non-conformité, suite à la raison qu'il trouve que, suite qu'il était en train de chercher l'étiquette, etc. Mais si le client, il n'accepte pas la non-conformité, il faut la noter noir sur blanc dans le rapport. Mais avant de la mettre dans le rapport, il faut lui expliquer parce que nous avons la norme qui est claire. Nous avons une situation donnée. Donc, il faut expliquer, il faut convaincre de manière diplomate, de manière très ouverte à l'audité. S'il refuse toujours, donc il faut le mettre dans le rapport noir sur blanc. Certainement sur les audits qui sont réalisés, que ce soit des audits de certification ou des audits internes, la partie rapport, elle est gérée seulement par l'auditeur. Donc l'audité, il n'a même pas la main pour pouvoir que ce soit noté ou informé ses réponses par rapport aux constatations. Oui, c'est l'auditeur qui doit le mettre dans le rapport. D'accord. Il y a encore une question de Monsieur Qassem Bakali qui se demande est-ce qu'il faut auditer tous les processus et est-ce que c'est le service qualité qui est le responsable de la réalisation des audits? Donc, par rapport à l'audit, donc il y a tout un chapitre qui concerne l'échantillonnage. Donc, comment faire l'échantillonnage? Quels sont les risques derrière l'échantillonnage? Donc, toute situation, tout dépend de la situation. Donc, si jamais vous trouvez que vous avez un ou deux processus à auditer,
Donc, vous le faites, donc vous auditez les deux processus. Mais la condition, c'est qu'il faut auditer tous les processus. Donc, si on parle d'audit interne, il faut passer en revue tous les processus au cours de l'année, au cours d'une année en question. Donc, avec le programme d'audit, etc. Pour le responsable d'audit, ce n'est pas nécessairement la qualité, mais ça doit être une personne qui est formée dans l'ISO 19011 version 2018, une personne qui connaît les techniques de l'audit, etc. En général, c'est alloué à la qualité, mais ça peut être aussi une personne d'un département qui est différent, qui a toutes les compétences que nous venons de voir. Donc, je crois que c'est tout pour les questions. D'accord, ok. Donc, on continue. La conclusion. Donc, si on a une bonne planification, un respect de la méthodologie de l'audit, un auditeur qui est compétent et des audités collaboratifs, on va vers la fin avoir un audit réussi. Donc là, c'est plus ou moins la recette de la réussite de l'audit. Donc l'audit, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est un processus qui est méthodique. Aussi, les compétences de l'auditeur, ils suivent une méthode qui est bien déterminée. La planification, elle est mentionnée avec les étapes bien claires dans la norme. Donc, il faut juste mettre en place, respecter, faire le suivi et continuer vers l'amélioration continue. Donc, voilà. C'est tout de ma part. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, on croit qu'on a bien fait le tour de ce D'accord. référentiel.